En 2024, la valeur du marché mondial des produits de beauté naturels et biologiques devrait atteindre 21,8 milliards de dollars US. Les rayons des supermarchés sont de plus en plus pourvus en cosmétiques certifiés bio, mais rares sont ceux qui privilégient les circuits courts. Et nous recevons aujourd'hui Simon Genta, cofondateur et coprésident des cosmétiques Loubayo, marque créée à Marseille en 2021. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Les bienfaits des cosmétiques bio ne sont plus à démontrer. Quelles sont les particularités de Loubayo et les types de produits que vous proposez ? Alors, il y a plusieurs particularités autour des produits Loubayo. Donc, vous l'avez dit, on a souhaité mettre l'emphase sur le circuit court. Donc, en fait, on produit aujourd'hui l'ensemble de notre gamme de produits en Provence, donc avec des laboratoires partenaires entre Nice et Aix-en-Provence. Le bio, parce qu'on croit très fort au bio. Le bio protège les consommateurs et évite de retrouver les produits pas toujours très bons pour le corps et pour la planète dans les produits. Et l'éco-responsabilité au sens large, en fait. Donc aujourd'hui, par exemple, nos packaging produits pour notre gamme liquide sont en aluminium, parce qu'on est convaincu que l'aluminium qui se recycle à l'infini est bien plus intéressant que le plastique. Donc voilà, Loubayo, c'est une démarche un peu éco-responsable sur toute la chaîne, ce que vous retrouvez dans le produit, mais aussi son packaging et notre approche. Aujourd'hui, on livre par exemple nos cosmétiques à nos clients dans des enveloppes 100% biodégradables. Donc voilà, on essaie d'avoir une démarche la plus éco-responsable sur l'ensemble de la marque. Et donc vous proposez une gamme solide ? Exactement. Donc aujourd'hui, Loubayo, c'est une gamme liquide avec 3 shampoings liquides, donc les enfants, les cheveux colorés, les cheveux normaux et l'après-shampoing qui a été élu meilleur produit bio en fin d'année dernière. Et la gamme solide, je ne vous cache rien, le solide est en train d'exploser aujourd'hui sur le marché des produits d'hygiène. C'est très très intéressant. Aujourd'hui, on arrive à trouver des produits qui, en termes de sensorialité, se rapprochent du liquide, sont tout aussi efficaces et pas d'eau et facilement transportables. Voilà. Donc ça présente énormément d'avantages les produits d'hygiène solides. Donc Loubayo a décidé de se lancer et toujours ce cahier des charges de la fabrication locale, des matières premières locales et de l'éco-responsabilité. Un beau panel de produits. Alors, vous avez fait le choix de limiter autant que possible le nombre d'ingrédients, mais cela n'enlève en rien à l'efficacité, au bien-être procuré par vos produits ? Du tout. Excellente question. En effet, on se rend compte aujourd'hui quand vous retournez votre petite bouteille de shampoing ou d'après-shampoing. Alors déjà, on comprend pas grand-chose à ce qu'on y trouve, donc on a décidé de traduire la liste des ingrédients. Et ensuite, en effet, on a décidé de réduire le nombre d'ingrédients. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec 10 à 15 ingrédients dans un shampoing, on est tout aussi efficace que 25 ingrédients qui souvent sont des produits chimiques et dont ni bon pour vos cheveux, ni bon pour la planète. Oui, en effet, le langage accessible à tous n'est pas négligeable. Vos shampoings moussent beaucoup moins donc que les produits des grandes surfaces. C'est paraît-il bon signe ? Alors, beaucoup moins. Il n'y avait pas jusque-là. Ils moussent moins, oui. Aujourd'hui, ce qui fait mousser un produit, soyons clairs, c'est le sulfate. Voilà, donc il y a pas, je n'ai pas les par 4 chemins. Si un shampoing mousse énormément, c'est que c'est un shampoing au sulfate. Je pense ne cacher à personne que le sulfate, encore une fois, c'est ni bon pour votre peau, ni bon pour vos cheveux, ni bon pour la planète. Donc oui, nous on l'assume, on mousse un tout petit peu moins, mais on a banni les sulfates de nos produits. Oui, en effet, vous n'utilisez pas de sodium cocosulfate. Et par quoi l'avez-vous remplacé ? Alors on le remplace, je vais être un peu technique, on le remplace par des glutamates. Aujourd'hui, les glutamates que vous pouvez retrouver et dans notre gamme solide et dans notre gamme liquide, c'est l'agent lavant qu'on appelle tensioactif, le plus doux du marché aujourd'hui. C'est simple, c'est prouvé, il n'y a pas d'agent lavant plus doux aujourd'hui que du glutamate. Petit message à l'attention des marques adeptes du greenwashing. Exactement. Non, honnêtement, c'est pour tous, c'est vraiment simple. Le premier ingrédient à bannir, c'est le sulfate. Donc, retournez vos bouteilles de shampoing, là, que vous avez au bord de la douche ou de la baignoire. Et dès que vous voyez apparaître le mot sulfate, c'est à bannir. Et donc, vous l'avez dit, privilégiez les glutamates. Et alors, les personnes ayant des problèmes allergiques peuvent-elles utiliser vos produits sans problème ? Oui. En effet, souvent, ce qui génère l'allergie, c'est l'allergie ou les démangeaisons ou des peaux qui deviennent un peu plus sensibles. Encore une fois, ce sont l'agressivité des sulfates. Les glutamates, encore une fois, ce qu'il y a de plus doux sur le marché. Raison pour laquelle assez facilement, nous, on peut proposer nos produits à des
à des publics aux peaux sensibles, parce qu'encore une fois, et c'est prouvé, ce n'est pas nous qui le disons, les glutamates sont les tensioactifs les plus doux du marché aujourd'hui. Oui, et il faut sans doute aussi préciser que les bienfaits de vos shampoings ne sont pas immédiats. Non, immédiats dans le sens où aujourd'hui, idem, c'est prouvé quand vous, on appelle ça la période de transition, quand vous passez d'un produit, disons industriel où vous allez retrouver du sulfate, donc des produits qui décapent en fait, qui décapent vos cheveux, à un produit extrêmement naturel et avec des glutamates. En effet, vous allez avoir une période de quelques semaines à quelques mois où vos cheveux vont devoir se réadapter à un produit qui n'est plus agressif. Aujourd'hui, le sulfate décape vos cheveux et le silicone vient y appliquer une petite couche de plastique, qui est un petit cache-misère, qui vient rendre vos cheveux brillants et soyeux. Mais tout ça, ça cache un cheveu qui en dessous est en très mauvaise santé. Donc, le passage au naturel refait sortir, si je puis dire, ce cheveu en mauvaise santé. Et tout doucement, la nature va reprendre ses droits, le sébum va reprendre ses droits et va vous donner des cheveux tout aussi beaux qu'avec du silicone, mais naturellement. Donc, en effet, il y a cette petite période de transition qui va vous donner des cheveux, pas terribles pendant quelques semaines. Oui, et alors concernant l'intégralité de votre chaîne de production, je crois que, mis à part quelques produits, une part que je crois que vous faites venir d'Italie ou d'Espagne. Oui, on a des ingrédients qui viennent. Donc en fait, la démarche est plutôt simple. On prend tout ce que l'on peut faire localement. Donc aujourd'hui, on achète nos flacons à Aubagne pour les Marseillais. On fabrique notre savon à Saint-Cana. On fabrique notre après-shampoing à Velot. Voilà. Donc on a essayé de tout faire localement. Notre huile d'olive est à Valençol. Notre macérat de calendula est à Aix-en-Provence. On essaye. Notre huile de chanvre, elle est camarguaise. On a essayé de faire du local autant que faire se peut. Mais en effet, des pompes, par exemple, on ne fabrique pas de pompes en Provence, donc on les a achetées en Italie. Donc on essaie d'avoir une démarche pragmatique, si je puis dire. Tout ce qui peut être fait en local est fait localement. Ensuite, on élargit notre cercle pour trouver l'ensemble des produits et des matières premières nécessaires à la fabrication. Et du coup, le coût de la main-d'œuvre et des certifications n'est-il pas encore trop élevé ? Écoutez, non. Ce qui aujourd'hui, ça n'est pas le circuit court qui coûte cher, c'est les produits de qualité qui coûtent cher. Le glutamate coûte entre 5 et 10 fois plus cher que le sulfate. Donc aujourd'hui, Lubayo n'est pas du tout en mesure de vendre un shampoing 4 €, ça n'est économiquement et financièrement pas viable, parce que le glutamate coûte 10 fois plus cher que le sulfate. Donc c'est pas le circuit court qui coûte cher, c'est le produit de qualité. Aujourd'hui, on a une huile d'olive de qualité très supérieure, bien supérieure aux huiles d'olive d'Espagne par exemple, et ça n'est pas parce qu'elle est locale, c'est parce qu'elle est de qualité supérieure. Donc aujourd'hui, Lubayo, c'est le prix, le tarif de la qualité. C'est pas le circuit court qui rend un produit cher aujourd'hui. Oui, je pense que le consommateur comprendra très bien cette hausse de prix. Alors, où peut-on trouver vos produits ? Alors aujourd'hui, donc Lubayo, vous l'avez dit en introduction, c'est une marque qui date de 2021, donc qui est tout jeune, et c'est même début 2022 qu'on a commencé à commercialiser nos produits. Donc aujourd'hui, physiquement, vous allez retrouver Lubayo dans les Biocoop marseillais, dans quelques boutiques, notamment Bazar Naturel, à Mazargues, où vous allez retrouver la gamme de produits Lubayo. Dans d'autres boutiques en France, après, pas mal de concept stores sur tout le territoire. Et puis sur notre site internet, donc www.lubayo.bio, où vous retrouverez l'ensemble de notre gamme et donc une livraison rapide dans vos boîtes aux lettres. Alors enfin, ça sera ma dernière question. Parmi vos nombreux défis, vous souhaitez aussi vous diversifier. Oui, aujourd'hui, idem, sans rien vous cacher, les enjeux de petites marques comme nous, c'est d'élargir la gamme. Donc demain, ça va être d'arriver chez Lubayo, donc d'arriver dans un magasin qui distribue Lubayo sur notre site internet et de trouver un peu plus de produits que ce qu'on en a aujourd'hui. Aujourd'hui, Lubayo, c'est 90% de produits capillaires. On vient de se lancer dans les savons tout récemment. Et voilà, l'idée, c'est d'élargir la gamme, de proposer une huile demain. Donc, on est en train de travailler une huile avec un partenaire local, avec des huiles locales. Et voilà, donc vraiment le défi aujourd'hui pour Lubayo, c'est de grossir suffisamment pour élargir cette gamme et proposer aux consommateurs des produits tout aussi propres pour le corps, les cheveux, mais aussi potentiellement les dents, les déodorants, adresser tous les besoins de l'hygiène avec les produits Lubayo.
Eh bien, merci Simon de nous avoir fait connaître Loubayeau, un nom à consonance provençale, il me semble. Exactement. C'est ce qu'il est à notre région. Donc, on est trois garçons derrière Loubayeau et 3 Marseillais. Donc voilà, on voulait faire un petit clin d'œil à notre région natale qu'on aime comme beaucoup. Tout à fait. Et voilà, comme vous l'avez mentionné, vous pouvez aller sur le site loubayeau.bio qui est très bien fait. Exactement. Voilà, on y a mis toutes nos forces, toute notre énergie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, excellente journée. Merci, au revoir à vous aussi. Au revoir. Avec la création à Fos-sur-Mer, sur le grand port maritime de Marseille, d'une giga-usine dédiée à la totalité de la filière photovoltaïque française, notre région devrait combler le retard qu'elle avait en matière d'énergie renouvelable. Et à la clé, la restauration de l'indépendance de notre pays. Pour en parler, nous recevons Pierre-Emmanuel Martin, président de la société lyonnaise Carbone. Bonjour à vous, Pierre-Emmanuel Martin. Bonjour. Une dizaine de sites étaient candidats pour accueillir cette usine de production de cellules photovoltaïques et de panneaux solaires. Les Hauts-de-France et la région Grand Est figuraient en bonne place pour emporter le marché. Qu'est-ce qui, au final, a motivé le choix de Fos ? Qu'est-ce qui a motivé ? Plusieurs facteurs ou raisons. Tout d'abord, il nous fallait un site quand même de grande ampleur, sur du foncier, donc c'est 60 hectares. Il nous fallait un site qui dégage très vite sur la mer, en tout cas qui nous permette, ou sur le maritime, ou sur le fluvial, pour pouvoir transporter des gros volumes. Donc la question du port était très importante. Et puis, au-delà des aspects techniques, qui étaient celles de nos besoins, il y a après l'expression d'une collectivité territoriale engagée avec l'État, la collectivité nationale. Il nous fallait vraiment qu'il y ait une équipe, et l'équipe de Marseille a été, si je peux l'appeler ainsi, la meilleure dans le match, répondant très très vite et très unie à nos demandes de précision, d'engagement, de soutien aussi, puisque nous sommes sur une industrie renaissante pour laquelle il va falloir tout reconstruire en Europe, en France, en commençant en France. Pour nous sommes français, des entrepreneurs français, et très attachés à ce que la France gagne ce match en Europe. Et voilà, et donc le président de la région sud, la présidente de la métropole, évidemment le maire de Fos-sur-Mer, et le Grand Port de Marseille, le président et le président du directoire, alliés en la circonstance avec le préfet qui nous a reçus, nous ont démontré qu'il n'y avait pas une feuille de papier cigarette entre tous les acteurs et que tout le monde nous accueillait fermement. Et on est très heureux. Voilà. Et ça, c'est le choix décisif. Après, on a parlé aussi de subventions. Bon, c'est toujours le jeu, mais là, c'était, on va dire qu'on était à peu près à taille comparable sur les différents mécanismes d'aide qui peuvent être en jeu. Mais là où la région sud a fait la différence, c'est que nous sommes sur une région de transition écologique, donc avec les fonds européens et nationaux disponibles, et sur un territoire, le Grand Port de Marseille, maritime de Marseille, est en avance de phase, je veux dire, sur la décarbonation. Et comme nous, on est un symbole de la décarbonation de l'industrie, nos usines d'ailleurs seront totalement électriques, nous produisons des panneaux solaires, des cellules et des panneaux solaires. Voilà. La conjonction était extrêmement favorable. Oui, le photovoltaïque, depuis longtemps au cœur des enjeux, n'était jusqu'alors resté qu'au rang de projet, faute de financement suffisant. 85% du photovoltaïque était fabriqué en Chine. C'est le moment ou jamais pour faire de la France le fer de lance de la production photovoltaïque. Exactement. Alors, historiquement, l'Europe était le lieu où se fabriquait le photovoltaïque. Et on va dire que depuis les années 2008-2010, c'est vraiment la Chine qui, d'abord, l'atelier du monde et l'atelier de l'Europe principalement, parce que l'Europe a toujours été un foyer important. C'est quand même le deuxième marché mondial en termes d'utilisation du photovoltaïque. Mais la Chine est progressivement devenue notre atelier. Donc, c'est l'atelier de l'Europe qui, progressivement, s'est transformé en atelier du monde et pour ses besoins propres. Aujourd'hui, 50% des immenses besoins d'énergie, des capacités de production chinoises en matière de photovoltaïque sont à destination du marché national. Et donc c'est le moment, oui, parce qu'on est dans une dépendance, on l'a vu, au gaz russe, et il ne faut pas passer à une dépendance aux panneaux solaires chinois. Le panneau solaire reste est la brique essentielle du système énergétique actuel, et encore plus demain.
Il ne faut pas passer donc d'une dépendance à l'autre. Il y a un moment qui est important. Et aussi, il y a une volonté très ferme en Europe de revenir sur notre souveraineté industrielle, souveraineté qu'on a perdue. Et ça, c'est deux facteurs, plus le fait que la Chine est aussi dans un moment de rééquipement, donc il y a peut-être un momentum industriel où on va pouvoir repartir sur des technologies dernière génération, des machines et des process qui sont les plus modernes, fait que voilà, on peut revenir dans le match à condition d'aller vite et bien. Et là, je redis, le vite et bien, ce qui n'était peut-être pas comme ça dans l'imagerie populaire, on peut peut-être associer parfois le Sud, que j'aime beaucoup, hein, je suis lyonnais d'adoption, mais aussi avec forte attache marseillaise. Voilà, ce Sud, peut-être un peu parfois brouillon, là, nous a montré une efficacité et qui témoigne peut-être d'ailleurs du retournement et de la perception, je l'espère, qu'auront les autres industriels sur l'industrie dans le Sud. Notre région sera donc la vitrine du photovoltaïque et cela permettra aussi de relancer d'autres filières, à commencer par celle du silicium, ce matériau indispensable dans la conception des cellules solaires de demain. Oui, tout à fait. Alors là, pour l'instant, effectivement, on est là une difficulté conjoncturelle où tout le silicium qui est fabriqué dans le monde le silicium donc de grade solaire. Hein. Il y a différents types de silicium, le silicium pour l'électronique, le silicium pour le solaire et puis après pour d'autres applications. Donc ce silicium solaire est l'acheteur quasi unique, c'est la Chine. Parce qu'il reste encore des lieux de production résiduels en Europe. Donc on travaille effectivement à reconstituer cette filière du silicium en Europe. Donc pour l'instant, nous, dans notre thèse, enfin en tout cas dans notre travail, notre sourcing, on le travaille essentiellement sur des géographies non chinoises. Donc l'Europe en principe en priorité, avec l'Allemagne qui reste le gros foyer, et avec l'idée effectivement de réintroduire, de revenir. Là aussi, la force et la puissance de la Chine, ça a été aussi de s'appuyer sur les faiblesses peut-être industrielles d'une Europe à un moment donné déclinante, mais en tout cas, le silicium chinois qui est fabriqué, c'est à partir des procédés qui étaient dans la vallée du Rhône, détenus par Rhodia, ex-Rhône-Poulenc, Rhodiavez, les usines de Rhodiavez ont servi à la puissance industrielle actuelle chinoise. Ils les ont achetés, puis après acheté les brevets, puis après déplacés et acquis les compétences chez eux. Et ce projet, ce sera aussi de nombreux emplois et des opportunités de formation. Oui, en termes d'emploi, nous sommes sur 3500 emplois, principalement ouvriers, techniciens. Puis après, il y a une base d'ingénierie, de recherche, de R&D, et puis après, toutes les fonctions support, basées sur site, principalement. Peut-être que nous aurons, alors pour l'instant, notre siège est à Lyon, mais nous aurons certainement un établissement s'ouvrir, peut-être demain notre siège, allez savoir. Toutes les options sont sur la table, mais nous avons effectivement une quantité assez importante d'emplois à pourvoir, nous y attachons, et là-dessus nous appuyerons parce qu'il va falloir trouver des compétences particulières. Donc, nous avons 3 métiers en un, dans une seule usine. Nous aurons les métiers de la métallurgie, fonderie, sciage. Nous aurons ensuite des métiers d'électronique, chimie, métallisation, etc., et en salle blanche, et nous aurons enfin après des métiers de l'assemblage et de la logistique pour tout ce qui est module. Et là-dessus, nous devons encore aussi, ce qui nous a vraiment convaincus, c'est l'excellence des centres de formation locaux, notamment de l'IMM. Vraiment, c'est un atout de plus. Évidemment, dans un lieu emblématique de l'emploi et de la tradition ouvrière en France, et avec là aussi, nous avons pu mesurer à quel point c'était important. Et pour nous, ce sera une facilitation importante d'arriver sur ce territoire-là précisément. Et comment sera financée cette giga-usine dont le budget s'élève à 1,5 milliard d'euros ? Alors, c'est un financement assez classique, où il y aura quand même une dette bancaire, donc de l'argent. Des banques d'affaires, ce qu'on appelle des banques d'affaires, qui vont structurer les répartitions entre la dette et ce qu'on va appeler les fonds propres, plus les aides et les subventions diverses que nous pouvons avoir. Voilà. Donc sur la question des banques, nous discutons avec les grands établissements bancaires et nous espérons, nous travaillons à avoir aussi la garantie de projets stratégiques que l'État offre aujourd'hui aux projets de cette envergure.
projet parce que par nature stratégique et surtout dans le cadre d'une décarbonation accélérée de l'industrie. Et puis après sur la partie subvention, aide directe, on travaille là-dessus. On a déjà eu, et là encore, l'occasion de saluer à nouveau le président de la région Sud qui a été remarquable de ce point de vue-là, en termes de réactivité et de facilitation. Et puis après, les aides nationales et puis les aides européennes. Et puis enfin, la partie fonds propres, donc une partie déjà mise par les actionnaires historiques que nous sommes, moi-même, mon groupe, ainsi que le groupe ECM. Et là, on est en train de structurer, de discuter avec les différents partenaires industriels, grands noms, qui peuvent accompagner le pool public bancaire, notamment, qui aussi se positionne sur cette partie également de fonds propres. Et ça sera ma dernière question. Ce projet qui entre désormais en phase de concertation publique devra aussi être un sujet de dialogue auprès de tous, notamment les personnels du port et les riverains. Exactement. C'est une obligation légale. Donc on va saisir dans les semaines qui viennent la Commission nationale de débat public. On est déjà en train de discuter, en tout cas en contact avec les membres de la CNDP pour on organise, quel format, etc. Évidemment, les personnels du port, c'est là sur les riverains de mémoire, mais sur le site, on est quand même assez éloigné, très éloigné. Enfin, nous, dans le paysage, on aura des usines qui ne se vendent peut-être pratiquement pas, parce qu'on n'a pas de chemin. Et voilà, mais il y a quand même des questions légitimes sur les transports, sur l'impact sur les logements, sur les questions d'accès ou en tout cas de services publics nouveaux qu'il va falloir quand même accueillir sur la zone peut-être 3500 salariés supplémentaires. Après, y a-t-il, c'est quoi les problématiques environnementales, voilà, bon, sachant qu'on est quand même sur un site où un certain nombre de choses ont déjà été étudiées et donc très peu d'items, de questions de ce point de vue de l'environnement et de l'écologie. Voilà, on lance ça. Puis après, moi, je suis un acteur des énergies renouvelables depuis plus de 30 ans et c'est vrai que nous avons un peu inauguré dans ce pays, pour l'éolien, mais pour le solaire aussi, tout ce qui est la concertation publique. C'est vrai que c'est les énergies renouvelables qui vont vraiment porter dans le pays. Donc, de par mon activité, on est tout à fait en phase, en ligne avec notre capacité, en tout cas, on l'a démontré, on la mettra en œuvre ici, à rassurer, expliquer et à la fin, évidemment, avoir la majorité, engager. C'est ça qui, voilà, on est en démocratie, on ne demande pas le plébiscite, mais on sait démontrer la qualité de nos projets et en général, on n'est pas loin d'un plébiscite en toute égalité. Eh bien, merci beaucoup Pierre-Emmanuel Martin pour cette interview. Radio JM ne pouvait passer à côté d'une telle actualité. Merci beaucoup. Merci. Bientôt. Au revoir.